rhizome. Le rhizome est un concept qui a été développé par Gilles Deleuze, philosophe français des années 70. Voilà, c'était une de ses expositions. Donc c'est une installation qui est également faite de tuyaux en papier mâché, recouverts de journaux internationaux, pour montrer justement l'internationalité. Et il fait danser des petits personnages sur ces tuyaux en hommage à Nijinsky. En fait, Nabucco oppose à la racine, au concept de la racine et de la verticalité, l'horizontalité de la structure rhizomique pour une meilleure mise en rapport des corps avec l'espace. L'artiste négocie sa quête identitaire à la croisée de la philosophie deleuzienne et d'un extrême baroque typiquement brésilien. Je vous montre maintenant quelques œuvres de mon dernier artiste, José Barbosa. José Barbosa est un artiste originaire du nord-est du Brésil. À la faveur d'un regain d'intérêt pour la figuration à partir des années 60, il a créé l'école pernambouquienne de peinture qui s'affranchit peu à peu de l'axe plus conceptuel Rio-São Paulo. José Barbosa est anthropophagique par essence. S'il a assimilé de son séjour européen l'influence de modèles exogènes, son œuvre exude d'indices autochtones. Je vous montre d'abord ses peintures. D'abord les compositions florales, où les tournesols de Van Gogh côtoient les fleurs et les oiseaux tropicaux. Ces poissons, faits d'aplats, à la manière de Matisse, sont gravis de femmes lascives. Voilà. Une nudité qui avait été prônée par Oswald de Andrade. Oswald de Andrade a été le théoricien du modernisme au Brésil dans les années 20. Ce mouvement a marqué définitivement l'avènement de l'identité brésilienne plurielle et l'affranchissement de la tutelle de l'académisme occidental. Je vous montre maintenant son travail du bois. On a encore les tournesols. Donc les sculptures de Barbosa s'inscrivent définitivement dans une visée universaliste où les portails d'Ogon des Bamileke du Cameroun, les portes des vols de Côte d'Ivoire ou encore celles des précolombiens ou des Polynésiens trouvent leur actualité dans l'environnement immédiat de l'artiste. Je vais donc maintenant enchaîner sur l'œuvre de Kalinazou, ici présent. L'intitulé de cette rétrospective, forte de 40 ans d'art, Paysage, pays fou, traduit la singularité de ce nomade de l'esthétique qui, depuis près d'un demi-siècle, égrène ses aspirations et ses approches au gré de ses voyages. Car s'il ancre sa création ici, il prend régulièrement son envol pour un ailleurs, dont il ramènera, selon l'humeur du moment, un diptyque, un triptyque, une série de lithographies, des papiers sous verre, des monotypes, estampes, petits ou grands formats, tout réel étant prétexte à une dévoration plastique qui tourne à l'obsession. Cette obsession qui lui intime la contrainte de peindre, qualifie la vie depuis son plus jeune âge. Dès 8 ans, il savait qu'il serait peintre, et c'est tout naturellement, par un processus d'identification à un lieu, la ville où il est né, Port-Louis,
qu'il trouve sa première source d'inspiration. Vous avez sans doute apprécié les œuvres de sa jeunesse, qui sont derrière vous sous verre et qui étaient disposées à l'entrée de la galerie. Il dira de ce lieu, dont la modernité augmente les possibilités plastiques, qu'il l'a raconté pour faire des esquisses ou prendre des photos dans le lointain, la montagne, la fenêtre. D'autres lieux, Albion, mais surtout Rodrigue, où l'artiste aime s'isoler un temps pour assouvir sa soif de création, abriteront ce travail séquentiel sur Polaroid qu'il agence ensuite à sa guise en série thématique. Vous avez un exemplaire de ce travail dans la médiathèque qui se trouve au fond, à gauche, au fond de la médiathèque sur la gauche. Sa maîtrise du dessin, encouragée par ses professeurs pendant ses années de collège, sera confirmée par des études brillantes à l'École des Beaux-Arts de Paris. Elles seront couronnées par une mention très bien et par le prix Rochereau. À la lumière de plusieurs expositions collectives, il se distinguera au point que le Fonds national d'art contemporain fera l'acquisition de plusieurs de ses toiles. Plus tard, d'autres de ses œuvres seront acquises par le Fonds régional d'art contemporain de la Réunion. Cette période parisienne est aussi celle de l'incubation de modèles occidentaux. Et c'est dans la pénombre silencieuse des musées, à l'heure où ils commencent à être désertés par le grand public, que Khalid, en initié averti, vient affûter son esprit de recherche. Le silence se révélera propice à la méditation esthétique. L'artiste s'imprègne alors de pléthore d'influences. Picasso, bien sûr, pour la défragmentation du tableau, mais aussi Matisse, pour l'exubérance de la couleur, Kandinsky, pour la maîtrise du spirituel dans l'art, sans oublier les impressionnistes français et les expressionnistes américains, pour la gestuelle de la touche, Bacon, ainsi que des personnalités originales qu'il a rencontrées, comme l'américain Richard Diebenkorn, qui l'impressionne pour ses formats géants sur la mer, ou encore l'Écossais mais Navarro, Alan Davey. De retour à Maurice, au terme de son expérience parisienne et fort de ses influences plurielles, l'artiste ne cessera dès lors de se livrer à un incessant jonglage entre différents styles, non sans marquer une certaine appétence pour le jeu, comme s'il tenait à brouiller les pistes, déjouant ainsi toute tentative de chronologie ou de catégorisation. D'ailleurs, quand on le questionne à ce sujet, il affirme, quelque peu agacé, qu'indépendamment des styles et des lieux, il est avant tout un esthète et qu'il est le peintre des peintres. Ainsi, ni les dates, ni les titres, auxquels l'artiste attache d'ailleurs peu d'importance, ne peuvent servir une lecture linéaire et monolithique. Si le sablier de la mer, qui est caché derrière vous, ou encore le triptyque L'entrée à la mer, dans le recoin, au fond, deux œuvres qui datent respectivement de 92 et 95, affichent encore une facture clairement impressionniste. Le blanc de bois, à droite en entrant, exposé au centre de la Wallonie à Paris en 1993, atteste déjà une volonté jubilatoire de décomposition-recomposition du réel, où les remontées mémorielles apparaissent comme des signes ou symboles, encapsulés dans des formes de plus en plus géométriques que rehausse l'exubérance du traitement chromatique. Le diptyque de grand format, Histoire des oiseaux, qui se trouve derrière vous, au fond, fait écho à Time Story, caché par
l'écran. Voilà. Ici, dans le diptyque du fond, les formes ovoïdes dominent. Ici, émane un cadran qui semble scander le temps qui passe. Réflexion sur la contingence temporelle qui pousse l'artiste à exprimer son angoisse face à la mort dans Chant du perroquet noir et Jour et nuit du peintre. Jour et nuit du peintre et Chant du perroquet noir. Pour Khalid, protagoniste de l'entre-deux culturel, la question identitaire est réglée depuis longtemps. D'origine asiatique et issue d'une famille musulmane, élevé à l'occidental par un père juriste, passionné de Van Gogh et de musique classique, Khalid n'éprouve aucune inhibition à emprunter des techniques artistiques à d'autres cultures, si tant est qu'elles servent sa démarche. Ainsi en est-il de Sega Rose, cette magnifique toile qui se trouve à l'entrée de la galerie. Ce travail illustre la théorie des rasas, le principe de la peinture indienne, en vertu de quoi un système métaphorique s'établit entre les éléments du corps et leurs correspondants naturels. Par exemple, une tête devient un œuf par la similitude de la forme. Toujours selon ce même corpus de règles, un plasticien se doit de connaître la danse et la musique pour avoir le sens du rythme, ingrédient indispensable à la réussite d'un tableau. Étrange concordance avec la synesthésie des couleurs et des sons, chère à Malcolm de Chazal. La forme se subsume donc pour laisser libre cours à une harmonie chromatique qui touche au spirituel. Le Moucharabi illustre un sens sophistiqué de l'abstraction, motivé par le fait que la représentation n'est pas encouragée dans l'art islamique. Les deux tableaux signés K.M., Jour et nuit du peintre, affichent une architecture aux formes